Turn on the radio. Your station. Hey, bienvenue dans ce podcast dédié au patrimoine. Bienvenue sur les ondes numériques avec votre principal intervenant Anthony Zurawski. Bienvenue dans cette émission spéciale Vestiges survivants, où je suis votre hôte. Dans cet épisode, je vais vous raconter non pas une, mais 3 affaires étonnantes. La montre à gousset de Cambridge, provenant d'un musée bâlois, le cambriolage de toiles dans un musée de la Loire, et le pillage préoccupant de fossiles dans les réserves naturelles du Lot. À première vue, il peut sembler que ces événements n'ont rien à voir. Pourtant, ils partagent un mécanisme similaire. La transformation de biens culturels et naturels en marchandises anonymes, volées, dissimulées, et parfois perdues à jamais. Chaque objet volé représente un pan de mémoire privée ou collectif qui se fissure, et chaque histoire nous invite à questionner la fragilité de nos espaces de conservation et de protection. La première histoire se déroule à Bâle, en Suisse. Dans un musée renommé, une bague historique datant du XVIIIe siècle a disparu. Chapitre 1, bague historique volée à Bâle. Ce n'est pas simplement une bague, c'est une pièce exceptionnelle, probablement touchée par des siècles de port, d'héritage, d'échanges culturels et peut-être même liée à une figure importante de l'époque. La perte de ce bijou, pourtant modeste en taille, crée un vide considérable dans les inventaires du musée, dans ses archives et ses expositions. On pense fréquemment que les musées sont des sanctuaires inviolables, gardiens silencieux du passé, mais lorsqu'on découvre que le cambrioleur était potentiellement un visiteur ou un employé, ayant repéré discrètement les défauts de la vitrine, le choc est d'autant plus grand. Le biais humain, la faiblesse de la routine sécuritaire, mettent à nu le risque permanent. Imaginez-vous quelques mètres seulement séparant le visiteur de l'objet. Mais des décennies séparent notre mémoire collective de ce simple anneau. Le voleur, à l'encontre des protocoles, choisit le silence. Le musée perplexe incrédule, on s'interroge. Comment dissimuler une pièce si visible ? Et surtout, des questions se posent. Où peut-on la revendre ? Sur un marché parallèle, un collectionneur privé, via un site internet spécialisé ? La bague est-elle tracée, balisée, gravée d'un micro-numéro ? Rien n'est rien sûr. C'est comme si un fragment du récit historique avait été arraché du musée. Le crime lui-même devient un effacement documentaire. Nous savons rien sur le voleur. La bague a juste disparu. Les autorités la cherchent via des fiches d'identification, des photos aux frontières et sur les marchés de vente. C'est tout. Pour l'instant, la bague historique volée à Bâle est introuvable. Chapitre 2. Cambriolage au château d'Indre-et-Loire. Rapprochons-nous de la vallée de la Loire. Près de Tours, un élégant château a été cambriolé. Plusieurs tableaux y ont été dérobés. Loin d'affaires de bijoux, ce vol frappe un pan de la créativité humaine, de la transmission visuelle, artistique et régionale. En pleine nuit, dans ce château isolé, les voleurs ont brisé une fenêtre, se sont infiltrés dans le château, désactivé le système rudimentaire de vidéosurveillance, souvent désuet dans ce genre d'édifice, et ont emporté des œuvres, en toute quiétude. Peut-être des paysages locaux, des portraits historiques ou des scènes mythologiques, on ne sait pas. Le château ne s'exprime pas dessus. Ces toiles, pour certaines, entraient dans un parcours de sensibilisation locale, une invitation aux spectateurs à mieux comprendre l'histoire du domaine. Le vol, ici, est multiple. Il blesse le château, en tant que lieu patrimonial, la région comme destinataire de ce patrimoine, mais aussi les artistes vivants ou décédés dont le travail devient un simple bien de marché. Le mode opératoire est méticuleux. Reconnaissance préalable, porte-tools, donc des outils déjà prédestinés, et des plans de sortie et de récupération d'évacuation des œuvres. Ces cambrioleurs ont ciblé une vulnérabilité. Ces voleurs ont ciblé une vulnérabilité bien précise. Un défaut dans le circuit d'alarme, un angle mort dans la caméra, l'absence de personnel de nuit. C'est une orchestration silencieuse, frontalement opposée à la beauté des œuvres. On imagine ensuite la revente sur des marchés spécialisés, des collectionneurs anonymes ou de simples trocs. Peu scrupuleux peuvent faciliter par un rasoir moral l'infiltration de ces œuvres dans les marchés blanchis. La question se pose, est-ce que les institutions culturelles, comme les châteaux, sont bien gardées, sont bien protégées ? Apparemment non, et c'est le cas de la plupart des églises en France. Manque de personnel de surveillance de nuit, manque d'alarme et manque de surveillance vidéo. Le plus troublant dans cette affaire, c'est l'absence d'une culture régionale forte. Quand une œuvre locale est volée, on n'a pas immédiatement conscience de l'ampleur. Le vol devient la disparition d'un élément d'un récit collectif, comme une page arrachée d'un livre, en plein milieu.
Troisième affaire, fossiles pillés dans le Lot. Cette dernière affaire, de notre triptyque assez rapide de 2025, c'est les réserves naturelles du Lot. 80 hectares de biodiversité, mais aussi un terrain riche de fossiles paléontologiques. Le vol, ici, n'est pas de l'art, ni du bijou, ni du tableau. Non, ça change. Ce sont des vestiges d'espèces disparues. Et oui, il faut bien y penser à ça. Traces de millions d'années d'évolution. L'enjeu, c'est simple. Chaque fossile archivé dans les réserves est une page de l'histoire de notre vie terrestre. Quand des pilleurs creusent, extraient, emportent, ils détruisent immédiatement la stratigraphie, donc l'historicité du climat en général. Efface des données scientifiques capitales, prive les chercheurs de la possibilité de témoigner de l'évolution biologique des paléoclimats et de l'écosystème. C'est une disparition définitive de la mémoire de la Terre. La complexité, ici, étant plus grande que ces vols sont restés invisibles au grand public. On voit rarement un fossile exposé dans une vitrine. Pourtant, leur disparition silencieuse porte atteinte à toute la communauté scientifique, nationale, internationale. Ils peuvent disparaître dans des réserves, mais aussi sur des falaises, accessibles facilement. Des informations scientifiques qu'on perd à jamais. Des contrôles sont mis en place, des patrouilles de l'Office français de la biodiversité, la géolocalisation, la collaboration avec des géologues et des paléontologues. Mais l'immensité du site, sans témoin discret, c'est libre service. Le système repose sur la vigilance, la dénonciation citoyenne, la surveillance partagée. On peut bien sûr prendre les fossiles dans la nature, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on perd une énorme partie de l'information scientifique, et donc pour les générations futures et de l'humanité, perd tout. Une fracture silencieuse dans la gestion du bien culturel naturel. Comment sécuriser des espaces ouverts quand la menace est diffuse? Ces trois cadres différents, musée, château et réserve naturelle, je les ai pris pour avoir un panel aussi sur les enjeux. Que ce soit des bijoux, des tableaux, des fossiles. Partout on observe un accès humain. Un voleur interne ou externe, mais toujours humain. Un acte de disparition, l'objet volé, effaçant un fragment de mémoire qui n'est jamais le même, et surtout un circuit de marchandage qui là, toujours est conscient, toujours le même. Et un circuit de marchandage, de marchands toujours conscients. Soit souterrain, soit silencieux, voire inconscient, mais toujours présent. Ces vols soulèvent une question. Comment mieux protéger? Investir plus dans nos châteaux, dans nos églises, responsabiliser davantage. Or, la réputation, la mission éducative, voire le financement sont en jeu. Et si le risque est réel, la solution ne repose pas seulement sur la vidéo ou l'alarme. Les surveillances humaines, la formation et l'application locale sont essentielles. Quand un objet disparu est retrouvé, parfois honteusement revendu sur internet, ou des villas privées, on peut espérer une restitution. Mais parfois c'est trop tard. La roche est brisée, le fossile est vendu à l'étranger, le tableau est dans un marché de niche, la bague est dans un écrin inconnu ou même fondu. La mémoire est des fois irrécupérable. C'est pour ça que ces affaires sont parfois anodines, quotidiennes, mais gravissimes. Ces objets ne sont pas des métaux ou des matières premières, des récits, des témoignages, des sources directes pour les historiens, du patrimoine vivant, à nous de bâtir une culture protectrice, qui dépasse les murs, les caméras, qui investit dans l'éducation morale autant que la sécurisation technique. C'est une responsabilité collective, citoyenne, institution, marché, tous doivent agir pour que plus jamais on ait des trous dans notre mémoire collective. Je vous dis merci d'avoir écouté Vestiges survivants, le podcast du patrimoine en danger, avec votre principal intervenant, Anthony Zurawski, et je vous dis à plus tard sur les ondes numériques pour d'autres épisodes sur le patrimoine en danger et les actualités qui s'ensuivent. Et je vous dis à la prochaine, merci de me suivre toujours plus nombreux, ciao.